Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Blainville qu'on présente l'émission. Cette semaine, on s'entretient avec M. Jacques Turgeon qui nous présente sa Chevrolet Corvette 64, un petit bijou. Restez là. En 1963, la Corvette, sous l'égide de Bill Mitchell, recevait une toute nouvelle carrosserie sur une nouvelle plateforme. C'était le premier changement majeur depuis son apparition en 1953, à l'exception de l'ajout d'un moteur V8 en 1955, ce qui assura sa survie. Ce nouveau modèle profite d'une suspension indépendante aux 4 roues, d'une conduite plus précise et d'un moteur plus puissant. La version coupée possédait une vitre arrière divisée très controversée qui disparut dès l'année suivante. La version 64 diffère peu, si ce n'est la disparition des feux et vents sur le capot, la modification de la suspension et l'amélioration de l'insonorisation. Suite à la demande de la clientèle pour une mécanique plus puissante, on modifia l'arbre à cames et on l'équipa d'un carburateur Holley. Pour l'année 64, le moteur est toujours le V8 de 327 pouces cubes, délivrant 250, 300, 365 ou 375 chevaux. La production s'établit à 8 304 coupés et 13 925 roadsters décapotables. Le prix se situait entre 4 037 $ et 4 252 $. Monsieur Turgeon, vous êtes propriétaire d'une œuvre d'art, une Chevrolet Corvette 1964. J'imagine qu'on ne commence pas dans la vie avec ça. Vous avez tout un bagage, j'imagine, en arrière. C'est quand les premiers contacts avec l'automobile? À quel moment dans votre vie l'automobile vous a allumé? C'est venu dans les alentours de 18-19 ans où j'ai commencé avec un premier véhicule. C'est assez tard quand même, il y en a qui commencent plus tôt. Oui, non, c'était de mes premiers... J'ai eu des motos avant, mais j'ai compris vite qu'une moto, c'était pas fait pour moi. Alors, un de mes premiers amours, si on veut, avec ces véhicules-là, c'était un Nova 72, Chevy Nova 72 vert, les premiers muscle cars. On est dans la mode, là. Oui, on est dans la mode. Est-ce que c'est un véhicule que vous êtes agressif avec? On parle de muscle car. Est-ce que c'est un véhicule que vous aimez rouler vite ou simplement pour avoir le véhicule comme tel dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous êtes un conducteur sportif? Effectivement, j'étais un conducteur sportif. Mon premier véhicule, c'est la pédale au fond tout le temps, puis c'était la vitesse qui m'attachait à ce moment-là. On ou off? On ou off, c'est ça. Donc, vous étiez un maniaque de voitures performantes. Oui, à ce moment-là, oui. Et là, vous avez acheté une deuxième voiture qui m'a assez surpris pour votre âge à ce moment-là. Vous avez acheté une Corvette à l'âge de 24 ans. Oui, mais entre les deux, il y a eu une Camaro Z28 que j'ai adoré de conduire, une Z28 de l'année, qui avait le bon moteur 350 Chevrolet avec 360 forces. J'ai eu ça quelques années. J'ai adoré ce véhicule-là. Suite à ça, j'avais un amour pour les C2, pas d'autre chose. Et puis, j'ai vendu ça. J'ai été chercher une C2 qui était pas en délabre, mais qui avait de l'amour à faire après. Un petit peu de travail à faire dessus. Oui, un peu beaucoup. Ça prenait une peinture, il y avait des pièces qui étaient manquantes, et puis on a parti de là. C'est un projet qui vous a pris combien de temps à faire? À 24 ans, on n'a pas d'expérience de vie. Il faut quand même peut-être fouiller un peu plus. Il n'y avait pas Internet non plus. Est-ce que c'était assez lourd comme projet? Non, ça a été compliqué parce que l'intérieur était modifié un petit peu. J'ai fait affaire avec un carrossier du temps. Et puis, je lui avais dit si on pouvait modifier, enlever les paupières de lumière en avant. Il m'a dit c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, la mode dans ce temps-là, c'était les lumières rectangulaires. Et puis, on a inséré, c'est lui qui a inséré ça en dessous.
Quand même, il fallait le faire pareil. Il fallait le faire, exactement. Par la bande, vous avez une Corvette exclusive. Il n'y en a pas deux qui ont ça. Exact, c'est en plein ça. C'était une Corvette 67. Et puis, on y a rajouté un becquet en dessous. J'avais déjà le bon capot, le capot de la 67 avec un 427 d'origine. On s'entend. Il y avait des chevaux en arrière. Ça, autour de 427 chevaux, 430, je Oui, pense. 490, si je me trompe pas. Quand même puissant pour la carrosserie. Là. Oui, c'est ça. Cette Corvette-là, vous l'avez gardée pendant combien d'années? Je l'ai gardé à peine 3 ans. C'était pas le véhicule que j'aimais vraiment le plus conduire. Il faut dire qu'un véhicule d'origine, là, dans ces années-là, il faut comprendre, on recule 60 ans en arrière, là, ça freine pas, ça tourne pas, la suspension est catastrophique en dessous de ça. C'est vraiment un char, un véhicule Performant, mais en ligne droite. en ligne droite, en plein ça. Et vous l'avez vendu pour partir après ça en affaires. C'est ça. Suite à ça, je suis revenu avec mes anciennes amours, lequel où j'ai appris mon métier dans la vente et la réparation d'hélices pour bateaux. Et puis, ça me prenait de l'argent. Alors, j'ai vendu la Corvette et je me suis ramassé avec un pick-up là, pour travailler. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, en lien bien sûr avec l'histoire de la publicité automobile, on va parler des années 80 et 90. Oui, alors quand on parle d'années 80, souvent, les années 80, on fait la une pour les mauvaises raisons. Hein. On a eu 2 récessions. Oui. Et c'est les années que, malheureusement, les gouvernements ont dit aux constructeurs comment construire les voitures, hein, les normes de sécurité, les antipollution et autres. Beaucoup de changements, oui. Beaucoup de changements. Et la publicité en a mangé un coup. Elle a mangé un coup, mais il y en a eu énormément quand même. On avait des magazines souvent qui avaient 20-25 publicités automobiles dans un magazine, mais des publicités très banales ou c'était pas ce qu'on avait connu avant là, dans la publicité. Et dans les années 90, ben là, c'était d'autres choses. Là, on a vraiment pris des créneaux. Hein. GM vantait le patriotisme, tandis que Volvo, c'était la sécurité. Et Volkswagen, lui, c'était plus la jeunesse qu'il voulait aller chercher. On l'a vu dans les pubs des années 90, c'était ça. Et on avait aussi associé des personnages là, de la télé connus là, pour faire des pubs. C'était la façon de fonctionner dans ces années-là. Ça a perdu un peu la magie, comme l'automobile dans les années 90 a perdu un peu sa magie. C'était moins, disons, cute. Effectivement. Alors, ça conclut un peu la série pour la publicité automobile. Merci beaucoup, Mario. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. Certaines voitures sont considérées comme rares, c'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup sur le marché. Il ne faut pas confondre une voiture rare au niveau du marché aujourd'hui versus qu'elle a été vendue neuve. Il y a des modèles qui étaient des entrées de gamme qui ont été vendus et très populaires. Aujourd'hui, il y en a moins parce qu'ils n'ont pas été préservés. À l'inverse, il y a des voitures qui ont été peu produites, qui sont vraiment rares et encore plus aujourd'hui. Il ne faut pas penser que parce que c'est rare, ça vaut beaucoup de sous. Les modèles de grande production, normalement, ne sont pas tellement recherchés et leur valeur est moins élevée que des modèles peu produits très recherchés. Il ne faut pas oublier aussi qu'une voiture peu produite, qui est rare, bien, les pièces le sont aussi et beaucoup plus dispendieuses versus un modèle populaire. Monsieur Turgeon, tantôt, on a fait un peu un survol de votre enfance. Oui. Maintenant, on va se concentrer sur la C2. Un projet d'envergure, on s'entend. J'aimerais savoir où vous avez trouvé la voiture à l'origine. On a trouvé le véhicule après 4 mois de recherche. Ce que je recherchais, c'était un projet. On appelle ça en anglais un project car. C'est pas nécessairement une marque de voiture précise, mais un projet pour se réaliser. C'est ça, une marque précise. J'ai commencé à vouloir monter un Camaro ou, parce que je suis un gars de GM, une personne de GM, ou un Camaro ou une Transam. La mécanique qui va dans les 3 modèles, c'est la même chose. La valeur de revente n'est pas C'est pas tout à fait la même chose. Non. Puis là, bien, vu que j'ai déjà eu ce véhicule-là étant jeune, je me suis mis à regarder sur Internet, bien entendu, tous les restomodes qui étaient à l'époque, il y a déjà 4-5 ans. Et puis, ça m'a donné le coup de foudre. Il fallait absolument que je monte une Corvette C2.
Là, à partir de là, l'idée est là. Oui. On trouve la voiture, Oui. j'imagine. De quelle façon ça s'est passé pour trouver la voiture? Oh, ça n'a pas été facile. Durant 4 mois, j'ai fouillé sur Internet, essayé d'en trouver une au Canada. Et puis, le problème qu'il y a au Canada, c'est qu'il faut payer très cher pour avoir un projet. Moi, c'était pour défaire un morceau, puis la transformer comme vous le voyez aujourd'hui. Il faut dire que c'est un projet de retraite. Oui. Oui et non. Oui et non. Et non. Le projet, malheureusement, a commencé bien trop tard. Mais j'étais parti, puis il n'y avait rien pour m'arrêter. Là, juste avant la COVID, j'avais commencé le projet. Le rêve était là, puis on Oui. voulait le continuer. J'ai trouvé ce véhicule-là. À toutes les fois que je la voyais sur Internet, je regardais la provenance du véhicule qui était au Texas. Alors, je me disais, t'es pas allé chercher ça là, ça n'a pas de bon sens. Ça a fini que le prix était raisonnable. J'ai communiqué avec le monsieur après 4 mois. On était au printemps. Et puis, au printemps 2018. Et puis, il me dit, oui, je l'ai encore. Ça faisait 6 mois qu'il l'annonçait, mais elle était vraiment en morceaux, là. Donc, tu il sais. y avait de l'ouvrage à faire dessus. C'était un projet de toute évidence. Exact, mais c'est ce que je recherchais. Alors, le prix était raisonnable. On s'est entendu là-dessus. J'ai communiqué avec lui. Là, ma femme me dit, écoute, c'est loin, là. Ça a pris 9 jours à aller la chercher. Où? Tu voyages en auto? Oui, on est propriétaire d'une caravane à Sellette. Alors, j'avais un pick-up. Fait qu'il me s'agissait de trouver une remorque fermée pour descendre là-bas sans savoir si j'étais pour la ramasser au départ. Hey, c'est un beau voyage pareil. Ça doit être un voyage tripant. Oui, quelque part. ça l'a été. En même temps, on visitait les États-Unis. C'était un temps qui était un peu mort. Il y avait encore de la neige ici au Québec. Et puis, c'est au début juin, là. Je ne me rappelle plus de la date exacte. On part, on descend là. J'arrive un jeudi soir, je vois la voiture, là, je voulais même pas l'acheter, là. Elle était vraiment en mauvais état. Elle n'était pas vraiment en mauvais état. C'est moi qui me donnais des idées à dire qu'est-ce que tu veux comme projet à commencer. Un véhicule qui est quasiment parfait, c'est pas le même prix, là. Ça fait que, en réalité, le projet était parfait pour faire ce que je voulais faire. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. Bonjour André. Bonjour. Aujourd'hui, pour le conseil du pro, on parle de pompe à essence électrique et mécanique. C'est quoi la différence? Bien, le mot le dit, il y en a une qui déplace l'essence de façon électrique et l'autre mécanique. Mais vite fait, on va essayer de rendre ça plus clair. La pompe mécanique, elle a une membrane aspirante et poussante. Elle prend donc l'essence qui est en arrière, parce que généralement, les réservoirs sont situés en arrière du véhicule. Amène l'essence tout près du moteur et après, la pousse jusqu'au carburateur qui, lui, a sa job à faire. Puis bon, la pompe électrique fait un peu le même principe, reprend le liquide en arrière, l'envoie en avant, mais c'est mu par une vanne à l'intérieur qui tourne par un moteur électrique. Plusieurs changent la pompe mécanique pour une pompe électrique, croyant que ça solutionne le problème, puisque c'est quand même maintenant coûteux de restaurer une pompe mécanique. Mais ça cause souvent des soucis parce que les pompes mécaniques, généralement, fonctionnent à plus basse pression que les pompes électriques. Souvent, les systèmes ont 4 livres d'opération et les pompes qu'on achète sur le marché à bas prix sont autour de 7 à 8 livres pour la grande majorité. Ça provoque des débordements de carburateur. Ça veut donc dire que le carburateur réagit, mais qu'il n'est pas du tout le problème ou le symptôme. Alors, c'est pas toujours gagnant de remplacer sa pompe mécanique pour une pompe électrique. On suggère plutôt de garder le bon morceau d'origine et de le réparer convenablement pour que le restant de la voiture fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup, André. Bienvenue. La voiture présentée est une Chevelle SS 1970 décapotable de deuxième génération ayant débuté 2 ans plus tôt. Plusieurs caractéristiques uniques font en sorte que la Chevelle SS de QV 1970 est l'une des voitures musclées les plus désirables aujourd'hui. Qu'il s'agisse de ses phares jumelés à l'avant, du renflement de son capot de type Cold Induction, favorisant l'entrée d'air frais, ou de son pare-choc arrière avec feu rectangulaire intégré distinctif, la voiture ne passe jamais inaperçue sur nos routes comme lors des expositions estivales de voitures anciennes. Présentée en blanc classique avec bandes contrastantes noires, la voiture inspire la puissance et la performance à l'ère des muscle cars, produits par tous les manufacturiers automobiles de Détroit et aujourd'hui fort apprécié par les collectionneurs comme par le public en général.
La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Quelle est la couleur d'automobile préférée des consommateurs nord-américains? Selon un rapport statistique paru en 2015, la couleur d'automobile préférée des consommateurs américains est le blanc, qui vient en tête de liste avec 35 % des autos neuves vendues. Suivent le noir à 18 % et le gris-argent à 13 %. Le rouge est la couleur préférée des hommes et le gris-argent, celle des femmes. Eh bien, si vous êtes propriétaire d'une voiture antique, d'un muscle car, d'un resto mode ou d'un pick-up, eh bien, le groupe Uniplus Network, c'est peut-être une entreprise que vous connaissez, mais on a encore beaucoup à savoir sur l'entreprise. Bonjour, Dorothée. Bonjour, Éric, ça va bien? Très bien, toi. Oui, merci. Parle-moi un peu de l'entreprise. C'est une entreprise que beaucoup de gens dans le milieu de la voiture antique connaissent, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, on pourrait-tu faire un petit profil de l'entreprise? Absolument. On est des spécialistes de pièces de restauration et performance depuis plus de 25 ans déjà. Quand même beaucoup d'expérience. Absolument. Vous êtes les jeunes qui poussez l'entreprise à un autre niveau pour le futur? Oui, c'est ça. C'est que nous, on a repris l'entreprise depuis quelques années déjà. Puis on est prêt pour plusieurs années encore. Tu travailles avec ton conjoint, on va le souligner aussi. Donc, vous faites une équipe là-dedans. Puis le but, bien sûr, c'est de servir toute la clientèle dans le milieu des voitures antiques au resto mode ou encore dans les pick-up antiques. Oui, c'est ça. La manière maintenant pour vous joindre, la manière efficace, si on va avoir de l'information sur l'entreprise. Soit que vous pouvez envoyer vos demandes par courriel à info@commercial-uniplusnetwork.com ou toujours le téléphone. On répond à tous les appels du lundi au vendredi. Donc, il y a toujours une équipe ici, sur place, pour nous conseiller, nous diriger, puis aussi aller chercher ce qu'il y avait de mieux dans le marché, si on veut. Oui. Merci beaucoup, Dorothée. Moi, Patrick va venir me rejoindre ici sur le plateau, puis nous, on va continuer à parler de pièces automobiles. Merci, Éric. Merci à toi. Patrick, on a parlé tantôt qu'on avait des pièces vraiment pour les muscle cars, les restos mode, les classiques, les pick-up. Mais j'aimerais que tu nous donnes un peu plus l'inventaire que vous pouvez distribuer justement aux maniaques de voitures antiques. Oui, on peut avoir du hood jusqu'en arrière, incluant l'intérieur. On peut avoir aussi la tôle pour tous les véhicules classiques tels comme Mustang, Camaro, Firebird, les pick-up. C'est très à la mode par aujourd'hui. OK. Si on y va un peu plus précis, au niveau des carrosseries, oui. Si on a un Mustang, par exemple, un 64,5, oui. Tu peux avoir l'aile d'en avant, tu peux avoir le plancher, oui. tu peux avoir tout ce qui vient avec. Oui, tout pour faire votre véhicule au complet. Là. OK. Puis si on parle maintenant des pièces moteurs, des pièces transmission, ça, c'est-tu des choses que tu peux nous aider? Si je parle d'un alternateur, par exemple, sur ma Mustang 64,5, peux-tu m'aider là-dessus aussi? Oui, on a des spécialistes qui sont là pour vous servir pour vos pièces de performance ou de stock qu'on peut avoir. Là. Donc, peu importe la voiture que j'aie une Mustang ou encore une Cadillac 1929, tu peux nous guider là-dedans par ton expertise. Exactement. Si la pièce existe, on est capable de la trouver ici aux États-Unis. OK. Je sais que vous avez également beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec vous un peu partout. Vous avez vraiment une base très solide. Lorsque quelqu'un vous appelle, vous avez 60 fournisseurs qui peuvent vous aider là-dedans. Oui, on a 60 fournisseurs au Canada puis aux États-Unis qui sont là pour nous servir, puis on choisit parmi les qualités-prix qu'on peut vous offrir. Là. Tu me dis aussi en entrevue, tantôt, lorsqu'on se préparait, que tu faisais vraiment le travail pour aider le client. Donc, tu vas prendre la démarche, tu vas regarder tous les fournisseurs possibles. Je donne l'exemple d'un démarreur. Oui. Tu vas aller voir les compagnies qui peuvent te fournir. Tu vas aller sélectionner le meilleur produit au meilleur prix pour le client. Exactement, pour son véhicule. Patrick, maintenant, si on ne retrouve pas la pièce d'origine que j'ai besoin pour ma voiture, est-ce qu'il y a une alternative à ça? Oui, on peut toujours rebâtir vos pièces d'origine, telles que booster de break, master cylindre, power steering et carburateur. On a des exemples à côté de toi, exactement. Ça arrive comme ça, le vôtre, et ça arrive comme ça de l'usine directement, là, de chez nos spécialistes. Donc là, on n'a plus la surprise que je pensais avoir commandé la bonne pièce, puis il manque 1 millimètre pour qu'elle rentre. On a la pièce d'origine, on est sûr qu'elle va faire, puis tu fais faire ça à l'usine par des professionnels. Exactement, ils font ça depuis plusieurs années. Patrick, si je comprends bien, on peut avoir à peu près toutes les pièces pour les véhicules antiques, les muscle cars, les resto mode, les pick-up antiques. On peut les avoir ici. Oui, assurez-vous de nous appeler avant, et on toujours par courriel ou par numéro de téléphone. Donc, si je comprends bien, on t'appelle ou encore par courriel, par numéro de téléphone.
À partir de là, tu nous conseilles, tu fais tes recherches, tu vas chercher le meilleur prix, meilleur rapport qualité-prix, et tu reviens au client pour le suivi. Exactement, avec un délai de 24 heures. Merci beaucoup, Patrick. Merci. Ce segment vous a été présenté par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Jacques, tantôt, on parlait que tu avais vu la voiture dans un état lamentable, tu hésitais entre la prendre et pas la prendre. Finalement, tu es remonté au Canada avec. Oui, le lendemain, on a pris vraiment notre décision. On a réfléchi au motel toute la nuit. Et puis, j'ai réussi à négocier un petit montant avec l'Américain. On a transféré l'argent. Et puis, les papiers, tout était prêt pour passer aux douanes. On a pris un broker, si vous voulez. Oui. Et puis, on l'a poussé dans la remorque fermée. On est revenu au Canada. Ça a pris 4 jours, la ramener. Après les 4 jours, on arrive chez eux. Notre rêve est comme dans la remorque. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On la sort de la remorque, après ça, on fait quoi? Effectivement. La première fois que je l'ai descendu de la remorque, j'ai fini par la mettre en marche. C'est important de la mettre en marche pour aller chercher mes plaques. OK. Parce que là, elle ne fonctionnait pas. Ça fait que j'ai trouvé un mécanicien qui connaissait le véhicule. Et puis, avec de son aide, qui connaissait les anciennes normes, et puis on l'a monté. J'ai été chercher mes plaques avec ça. Après ça, va suivre les 4000 heures de travail qui vont suivre. Exact. La première étape, c'est-tu de faire un croquis ou tu l'as fait walk in progress dans l'idée s'est raffinée avec le temps? L'idée s'est raffinée avec le temps. J'avais déjà dans la tête, la première chose que j'ai fait, c'est d'enlever la peinture sur le véhicule. Je voulais voir dans quel état était le fibre de verre en dessous. En même temps, quand ça a été fait, bien, j'ai tout simplement levé la carrosserie. Et puis, le plus important, c'est bien sûr, c'était le cadre principal qui était en dessous. À première vue, il n'y avait rien endommagé. Toutes ces pièces étaient d'origine d'un bout à l'autre. Même le cadre était d'une condition excellente. Le fameux match number. Le monsieur, oui, c'est ça. Bon, à partir de là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ouvrages. Comment tu t'y prends? Là, je veux dire, faut que tu te donnes un certain laps de temps pour réussir. Est-ce qu'on se dit, oh, je vais finir ça en dedans de 2 ans ou 1 an, ou on se fixe rien? OK, on se fixe rien parce que j'en avais tellement à faire et puis j'avais pas d'expérience là-dedans. Je posais des questions. Ça, c'est une chose que je répugne beaucoup. La difficulté de trouver de la main-d'œuvre ou des gens qui connaissent ce domaine-là pour avoir de l'aide personnelle. C'est sûr que si on amène ça à un carrossier, le carrossier, lui, il connaît ça, mais pas au même prix, là. T'sais. Non, effectivement. Ça, c'est une chose. Moi, le but premier, c'était de faire travailler mes 2 mains, vu que je suis une personne très manuelle de mes 2 mains. En tout cas, le résultat global, c'est qu'on a un resto mode vraiment agréable à regarder. L'intérieur, de toute beauté. Ça respecte également l'époque, mais de façon moderne. C'est vraiment de toute beauté. Si on parlait un petit peu du nom Stingray, oui. Finalement, ici, on parle d'une raie, d'une forme de raie, un poisson qui était une raie qui était très agressive dans le temps. Oui. On s'est inspiré de ça, mais pour la 2e génération, la C3 plutôt, là, on s'est inspiré plutôt de... La C2. La C2. Oui, exact. Et la C3 s'est inspirée de requin. Le requin Mako. Bonne question. La dernière année de la Corvette, c'était la 67. Et ils avaient les, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, les ailerons de côté, là. Les branchies. Oui, les branchies, oui. Les branchies de la 67. On peut les retrouver sur les ailes, dans le bas des ailes. OK. C'était la première année. Ils ont poursuivi ça en 68 et 69, les 2 dernières années. Après ça, ils ont changé le logo de ça. À partir de là. Oui. En terminant, on va parler un peu de la couleur. Couleur très exclusive, couleur qui attire les regards de partout. Oui. Qui a choisi la couleur? La couleur, c'est surtout ma femme qui l'a choisie. Quand on a été chercher le véhicule au Texas, en revenant, on l'a arrêté dans l'État du Connecticut où ils fabriquent les Corvettes. Et puis, en face de ça, il y avait ce qu'on appelle le Corvette Museum. On a visité ça. Après la visite,
Il y avait un revendeur de véhicules antiques qui était adjacent à l'endroit où on a visité ces corvettes-là. Lui, il vendait des véhicules de toutes marques, là. OK. Il avait plus d'une centaine à l'intérieur. C'est là qu'on a remarqué la première fois une 67 de cette couleur-là, et puis on lui a demandé c'était quoi la couleur, puis c'est là qu'on a appris que c'était seulement que d'une année. OK. Donc, pendant une seule année, cette couleur-là a été posée sur les corvettes. Exact. On l'a revu après ça à un autre endroit. C'est là qu'on a pris notre décision. Et puis, c'est ma femme qui a pris vraiment l'ampleur là-dessus. C'est cette couleur-là qu'on veut. Le résultat est vraiment incroyable. En terminant, je vais peut-être spécifier un peu le logo de la Corvette d'origine. On voit un fleur de lys sur un des drapeaux. C'est parce que Louis Chevrolet était suisse, c'était pour le rappel à ce moment-là. C'est ça. Un gros merci de nous avoir expliqué votre histoire. C'est vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour moi, Éric. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance d'exposer mon véhicule. Et merci encore une fois à toute l'équipe. Merci à vous. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Et c'était Éric Fortier, mais je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Nous, on va s'amuser. On y va. On y va. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty.